Sophia McKenna. Au petit matin du dimanche 27 mai 2018, Spencer McFord, 20 ans, et Sophia McKenna, 21 ans, partent à l'aventure. Les deux jeunes, qui sont brièvement sortis ensemble avant de décider qu'il valait mieux rester amis, se retrouvent à la marina du campus de l'université du Connecticut, Avery Point, où Spencer étudie. Ils empruntent un petit voilier de l'université, un Sunfish bleu et blanc, sans mât ni gouvernail, dans l'optique de se rendre au phare de New London Ledge, à environ 1,5 km de la côte, une destination populaire mais effrayante, dont la rumeur dit qu'elle est hantée par le fantôme d'un gardien angoissé qui a sauté vers la mort il y a un siècle. Sophia laisse son téléphone dans sa voiture fermée à clé et Spencer cache ses chaussures, son portefeuille et ses clés dans les voiliers de la marina. Peu avant 2h du matin, Sophia utilise le téléphone de Spencer pour poster un Snapchat de lui pagayant sur le bateau alors qu'il s'approche du phare. Ils ont l'air de s'amuser. Yeah, we're out here in the ocean with us. That is the land. Like we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. À 2h du matin exactement, Spencer poste une photo sur Snapchat de Sophia se tenant devant les mots « No trespassing », soit interdiction d'entrée, gravés sur l'étroite corniche au pied du phare. Mais dans les 5 minutes qui ont suivi, quelque chose tourne terriblement mal. Entre 2h05 et 2h09 du matin, 7 appels sont passés depuis le téléphone de Spencer vers le portable de la mère de Sophia, Michelle. Et comme Michelle n'était pas dans les contacts du jeune homme et qu'il ne connaissait pas son numéro, elle en déduira plus tard que c'est sa fille qui a passé les appels. Mais Sophia ne laisse pas de message vocal et n'appelle pas les secours. Lorsque les deux jeunes ne donnent pas signe de vie le lendemain, leurs parents signalent leur disparition. Les gardes-côtes sont dépêchés sur place. Ils tombent rapidement sur le débardeur bleu marine de Spencer attaché à un taquet au phare. On pense qu'il a utilisé son haut pour amarrer le bateau au phare. Les équipes cherchent en vain Sophia et Spencer pendant la nuit et le jour suivant. Le lundi soir, soit 2 jours plus tard, la coque d'un voilier de 4 mètres est retrouvée échouée sur la plage Truman Beach à Long Island. On pense qu'il s'agit du même bateau que celui qui a disparu du campus de l'université Avery Point. Aucune trace de pas n'est relevée sur la plage à partir de l'endroit où le bateau est retrouvé. Les gardes-côtes décident de suspendre leurs recherches lundi soir, déclarant qu'elles sont terminées, je cite, « à moins que l'on ne trouve quelque chose qui oriente les chercheurs dans une autre direction ». Près de 2 semaines plus tard, le vendredi 8 juin, un plaisancier découvre le corps de Spencer flottant dans l'eau près de North Dumping Island. L'autopsie révèle que Spencer s'est noyé. Le corps de Sophia ne sera jamais retrouvé. Bien que ce cas de noyade en mer puisse sembler évident, plusieurs facteurs rendent cette éventualité moins certaine. On pense que Spencer a tenté d'attacher le bateau au phare avec son débardeur. Il semble probable que ça n'ait pas suffi pour que le bateau reste amarré et qu'il ait dérivé entre le moment où la photo de Snapchat de 2h du matin a été postée et le moment où les appels téléphoniques de 2h05 du matin ont commencé. Il serait logique de supposer que, parce qu'il est un bon nageur, Spencer a plongé à la poursuite du bateau. Déjà épuisé par le voyage, il est facile d'imaginer qu'il aurait été rapidement dépassé par la situation. Cependant, Sophia n'était pas une bonne nageuse et ses proches ne croient pas qu'elle aurait sauté dans l'eau froide et sombre après lui. À supposer que cela soit vrai, Sophia aurait alors passé des appels frénétiques à sa mère depuis le phare. Mais pourquoi ne pas avoir tout de suite appelé les secours? Et pourquoi appeler sa mère qui se trouvait alors à des kilomètres? Et qu'est-ce qui aurait pu la pousser à quitter la sécurité du phare et se jeter à l'eau? La famille de Sophia a suggéré que l'utilisation antérieure du téléphone et les appels répétés avaient peut-être déchargé la batterie. Sophia se serait alors retrouvée seule, sans contact et hurlant dans la nuit. Y avait-il d'autres personnes sur l'eau cette nuit-là? Est-il possible que quelqu'un l'ait retrouvée et kidnappée? Outre cette tragédie, 2 autres hommes de la région se sont noyés dans des incidents sans rapport les uns avec les autres plus tard dans la semaine. Leurs corps ont été découverts rapidement, Sophia étant la seule à n'avoir jamais été retrouvée. Georgina Garsala. Georgina Garsala, dite Gina, est une femme de 30 ans née à Brighton, en Angleterre. C'est une femme forte qui a dû faire face à de nombreuses difficultés dans sa vie, telles que la boulimie et l'anxiété sociale. La relation entre Gina et son partenaire s'est malheureusement terminée, ce qui l'a poussée à retourner vivre chez sa mère, Andrea. Elle a 2 jeunes fils. Depuis quelque temps, elle revoit son ex, pas le père de ses enfants, mais celui d'après.
Le 7 mars 2018 à 9h30 du matin, Gina quitte la maison d'Andrea en disant qu'elle devait faire réparer son téléphone car ce dernier s'était mis à bugger. Étant sans emploi, sa mère lui donne de l'argent pour la réparation. Gina prévoit également de se rendre dans une agence pour l'emploi dans la matinée afin de discuter de sa situation, puis elle a rendez-vous avec son père. Ses parents sont divorcés. À 10h50, Gina est filmée par une caméra de sécurité dans un magasin de vin sur Clifton Road. Là, elle demande de l'aide au gérant à propos de son téléphone, mais ce dernier la dirige vers un magasin de téléphonie situé à proximité, ne pouvant pas l'aider. Gina quitte alors le magasin. Elle ne sera jamais revue avec certitude. Son père s'est inquiété de ne pas la voir pour leur rendez-vous, mais sa mère n'a pas semblé trop affolée. En fait, depuis quelques années, Gina s'est mise à boire et à fumer du cannabis. Certaines personnes de son entourage la considèrent comme peu fiable. Elle avait l'habitude de séjourner quelquefois chez des amis à Brighton ou chez son ex-compagnon sans forcément en avertir sa mère. Alors, quand elle n'a pas vu Gina rentrer, Andrea ne s'est pas tout de suite fait du souci. Mais elle signale finalement sa disparition le 17 mars, soit 10 jours après, à la suite d'un appel de ce fameux ex pour lui faire part de son inquiétude car il n'avait pas eu de nouvelles de Gina depuis un certain temps. Il n'y a aucune trace de son entrée dans l'un des magasins de téléphonie de Worthing ce jour-là. Le suivi ultérieur de son téléphone portable a indiqué qu'il a été utilisé pour la dernière fois à 3h du matin le jour de sa disparition et qu'il a quitté le réseau peu après 11h30 le lendemain sans jamais se reconnecter. Les comptes et cartes bancaires de Gina ne seront jamais utilisés. Plus tard, des images de vidéosurveillance prises dans le centre-ville de Worthing vers 15h30 montrent 2 femmes dont l'une ressemble à Gina. Aucune de ces femmes ne s'est manifestée. Les vêtements portés par la femme sur les dernières images de vidéosurveillance étant différents, ses bottes notamment ne semblent pas être de la même couleur, il n'a jamais été possible de confirmer à 100% qu'il s'agissait bien d'elle. Son mode de vie a fait l'objet de spéculations et il a été suggéré qu'elle était impliquée dans le trafic de drogue au niveau du comté, mais sa mère a mis en doute cette hypothèse, affirmant que Gina n'avait jamais d'argent. La police a examiné 4 grandes théories et pistes d'enquête. Gina a peut-être traversé une crise de santé mentale et s'est ôté la vie, tout en s'assurant qu'elle serait difficile à trouver. Elle a simplement commencé une nouvelle vie quelque part. Elle a fréquenté un groupe de personnes qui ont dissimulé sa mort accidentelle par crainte d'être punie. Elle a été enlevée et assassinée. Steven McRae. Le soir du mercredi 29 juillet 2015, Steven McRae, 25 ans, sort avec son frère Kevin et quelques amis au Lucky's Tavern, un bar populaire du centre-ville de Fort Lauderdale, en Floride. Fatigué et travaillant le lendemain, le frère de Steven, Kevin, quitte le bar à 23h pour rentrer chez lui. En partant, il remarque que Steven est ivre et lui conseille de rentrer chez lui et de conduire prudemment. Mais la soirée venait tout juste de commencer pour Steven et ses amis. Vers 1h30 du matin, ils quittent le bar à leur tour et conviennent de se retrouver sur le parking d'un Walgreens voisin pour planifier leur prochaine étape. Mais Steven n'est jamais arrivé à Walgreens et personne ne l'a plus jamais revu. Il vivait avec ses parents et travaillait comme croupier de poker professionnel dans un casino de Hollandale Beach, près de Fort Lauderdale. Lorsqu'il n'est pas rentré à la maison le lendemain et qu'il ne s'est pas présenté au travail le jour suivant, sa famille a compris que quelque chose n'allait pas. La police indique que plusieurs systèmes de surveillance étaient en place dans la zone où Steven a été vu pour la dernière fois, mais elle ajoute qu'il faudrait peut-être des semaines avant de pouvoir recueillir les images. Entre-temps, les enquêteurs interrogent les membres de la famille et les amis qui ont vu le jeune homme pour la dernière fois. Au moment de sa disparition, il avait 25 ans, une petite fille d'1 an et une petite amie de longue date qu'il prévoyait d'épouser. Ses amis et sa famille affirment qu'il n'était pas le genre de personne à quitter volontairement sa vie et à disparaître sans explication. Pensant qu'il a pu avoir un accident en raison de son état d'ébriété, la police effectue des recherches dans de nombreux lacs et étangs, mais rien d'important n'est retrouvé. Également, un détail qui ne joue pas en leur faveur, c'est que la batterie du téléphone de Steven est morte au bar. Le téléphone n'ayant jamais été allumé après cette nuit-là, il est impossible pour la police de l'utiliser pour localiser Steven. 2 semaines après qu'il ait été vu pour la dernière fois, la police découvre que Steven a utilisé sa carte de crédit dans une station-service de Pompano Beach environ 1 heure après avoir quitté le bar. Il y a environ 25 minutes de route entre le bar et la station-service. Personne ne comprend pourquoi il a fait ce détour, le Walgreens où il devait retrouver ses amis se trouvant à 600 mètres du bar. Les vidéos de surveillance de l'intérieur de la station-service montrent Steven entrant dans le magasin en trébuchant à 2h26 du matin, apparemment ivre, pour acheter des collations.
Son comportement ne semble pas déranger le gérant et moins d'une minute plus tard, il se dirige vers le comptoir pour payer les collations avec sa carte de crédit. Pendant quelques minutes après ça, Steven tient une conversation informelle avec 2 jeunes femmes qui se trouvent à l'intérieur de la station-service, mais hors du champ de la caméra. Puis, les images de vidéosurveillance montrent Steven debout à côté de sa Ford Fusion blanche dans le parking de la station-service. Il semble se lancer dans une sorte d'altercation avec le conducteur d'une berline argentée non identifiée, et alors que la voiture argentée s'éloigne, Steven lui jette ce qui semble être sa boisson, ensuite accompagné d'un geste de la main, puis remonte laborieusement dans son véhicule. 3 minutes plus tard, la voiture argentée revient à la station-service, cette fois-ci juste derrière la voiture de Steven. Les intentions du conducteur sont inconnues, mais dès que Steven démarre sa Ford et s'éloigne, la berline argentée se lance à toute vitesse à sa poursuite. C'est la dernière fois que Steven est vu vivant. Tout ce que la police sait du conducteur, c'est qu'il s'agit d'un Afro-Américain qui a été entré torse nu dans la station-service quelques minutes avant l'incident, mais il n'a jamais été identifié. Depuis 10 ans, la police de Fort Lauderdale recherche la voiture de Steven. Sa plaque d'immatriculation n'a jamais été scannée par aucun lecteur de plaque d'immatriculation, ce qui indique qu'il n'a jamais quitté la région de Fort Lauderdale. Les équipes de recherche passent pendant des mois et des mois au peigne fin plus de 20 plans d'eau à la recherche de la voiture, mais n'ont jamais rien trouvé. Fait inquiétant, au cours de ces recherches, près de 20 autres véhicules ont été retrouvés dans les lacs, étangs et canaux voisins, y compris des véhicules volés et criblés de balles, mais rien n'a été trouvé en rapport avec la disparition de Steven. Pas même un indice. En 2025, les détectives ne savent toujours pas si Steven a été impliqué dans un accident de la route dû à sa forte alcoolisation ou s'il a été victime de quelque chose de bien plus sinistre. Trevor Deely. Le soir du 7 décembre 2000, Trevor Deely se rend à la fête de Noël organisée par son bureau dans une boîte de nuit située à côté de la Bank of Ireland à Dublin où il travaille depuis environ 1 an au service informatique. En quittant la fête à 3h30 du matin, Trevor ne peut pas rentrer chez lui en raison d'une grève massive des chauffeurs de taxi. Sa seule option est donc de rentrer à pied, une marche d'environ 20 minutes. Problème, il doit passer par un quartier connu pour sa criminalité et la violence des gangs. Et en plus de ça, il pleut. Alors Trevor décide de passer par la banque pour récupérer un parapluie avant de rentrer chez lui. Curieusement, les images de vidéosurveillance de la banque montrent un homme habillé en noir debout derrière l'un des piliers du portail. L'homme attend là pendant près d'une demi-heure et peu après 3h30, il sort son téléphone portable pour répondre ou passer un appel et quelques secondes plus tard, Trevor passe lui aussi au téléphone. Selon l'enquête, à ce moment-là, Trevor a passé l'appel à un collègue qui se trouvait encore à la banque. La vidéosurveillance montre Trevor arrivant à la porte d'entrée de la banque et un deuxième homme vêtu de noir sort de l'ombre pour lui parler. Trevor met fin à son appel en ouvrant la porte et en parlant à l'homme en noir. Ils ne semblent pas se connaître, mais Trevor ne semble pas effrayé ni inquiet. L'homme se tient simplement près de la porte tandis que Trevor entre et quelques minutes plus tard, l'homme en noir sort du champ de la caméra. Le collègue de Trevor a rapporté que lui et Trevor avaient partagé une tasse de thé ce soir-là et avaient parlé de la fête pendant un moment, et que Trevor s'était également connecté à son ordinateur de travail pendant quelques minutes juste avant de quitter la banque vers 4h du matin. Les images de vidéosurveillance montrent Trevor sortant dans la rue et ouvrant son parapluie avant de rentrer chez lui. Quelques minutes plus tard, vers 4h06 du matin, il appelle un ami pour lui faire savoir que tout allait bien et qu'il rentrait chez lui, mais comme son ami dormait encore, il a laissé un message vocal. Ce message vocal sera la dernière fois que quelqu'un aura des nouvelles de Trevor Deely. À 4h14, Trevor est vu marchant devant un distributeur automatique de billets sur Addington Road, environ à 15 minutes de son appartement. Moins de 30 secondes plus tard, un homme en noir apparaît à l'écran, apparemment en train de suivre Trevor. C'est la dernière fois que Trevor est vu vivant. Bien qu'il ait manqué le travail vendredi, ses collègues n'ont pas semblé trouver cela étrange, étant donné que de nombreux autres employés étaient encore en gueule de bois après la fête et avaient également posé un jour de congé. Mais après que ses amis et sa famille n'ont pas pu le contacter pendant le week-end et qu'il ne s'est pas présenté au travail le lundi, il a été immédiatement porté disparu. Les amis et la famille de Trevor ont mené les recherches dès le début, et ce sont en fait ses amis et non la police qui ont réussi à obtenir les images troublantes de cette soirée. Malheureusement, ils n'ont eu accès aux images que 4 jours après sa disparition, ce qui signifie que la police a perdu un temps précieux dans la recherche de Trevor.
Il y avait peut-être d'autres images de vidéosurveillance de Trevor cette nuit-là, mais à l'époque, les caméras de vidéosurveillance enregistraient leurs images sur des cassettes VHS, qui étaient souvent utilisées à nouveau pour enregistrer de nouvelles images, effaçant ainsi les précédentes. Au fil des ans, plusieurs théories ont été avancées sur la disparition de Trevor, mais aucune n'a été confirmée. Certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être ivre cette nuit-là, ce qui aurait pu le faire tomber dans l'eau sous le pont et se noyer. Mais la police irlandaise a fouillé tous les plans d'eau à proximité et n'a jamais retrouvé la moindre trace de Trevor. En 2017, la police reçoit un renseignement d'une personne anonyme qui prétend savoir ce qui est arrivé à Trevor. Selon cette source, l'homme qui a suivi Trevor cette nuit-là était un membre d'un gang qui a assassiné le jeune homme après qu'il ait refusé de l'aider à accéder au bâtiment de la banque. L'homme l'aurait enterré dans les bois à quelques kilomètres de l'endroit où Trevor a été vu pour la dernière fois. Pendant plusieurs semaines, 20 policiers et un chien de recherche ont inspecté le site, mais après 2 mois de fouilles, les recherches ont été interrompues. La plupart des gens, tout comme vous, j'en suis sûre, pensent que l'homme mystérieux habillé en noir a quelque chose à voir avec sa disparition, mais à ce jour, il reste inconnu. Enfin, pas tout à fait. En décembre 2023, l'enquête permet finalement d'identifier l'homme vu en train de marcher derrière Trevor sur Addington Road. Après être entré en contact avec cet homme, les policiers affirment qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Trevor, qu'il ne le suivait pas ni n'était en train de le traquer. La piste tombe donc à l'eau. Par contre, cette découverte donne une nouvelle dimension à cette affaire. Il y a bien 2 hommes en noir qui ont été filmés ce soir-là. Il ne s'agit pas d'une seule et même personne. La police elle-même déclare qu'ils aimeraient bien savoir qui est cet homme qui a parlé avec Trevor aux abords de la banque. Pour l'instant, il n'a pas été retrouvé. 25 ans après l'incident, la disparition effrayante de Trevor Deely est une affaire toujours ouverte et active. Andrew Gosden. La journée n'avait pas commencé normalement pour Andrew. Les jours d'école, comme c'est le cas ce 14 septembre 2007, sa mère vient le réveiller. Et ce matin-là, le jeune garçon de 14 ans a du mal à se lever et est même particulièrement irritable, ce qui est inhabituel d'après sa mère. Il met son uniforme en ronchonnant et se prépare à partir. À 8h05, Andrew quitte la maison, traverse le parc et marche jusqu'au distributeur de billets le plus proche pour retirer 200 livres de son compte avant de rentrer chez lui. Il se déshabille, met son uniforme dans la machine à laver, sa veste de blazer sur le dossier de sa chaise de bureau, puis se rhabille en tenue quotidienne, un t-shirt et un jean noir. Dans son sac, il met son portefeuille, ses clés et sa PlayStation portable. À 8h30, il quitte de nouveau sa maison et se rend à pied à la gare de Doncaster. Une caméra de vidéosurveillance d'une résidence le filme en train de marcher dans la rue à 9h05. Arrivé à la gare, il achète un aller simple pour Londres. À 9h35, Andrew est vu montant seul dans le train en direction de la gare de King's Cross, à Londres, où il arrive à 11h20. À 11h25, il est filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de quitter l'entrée principale de la gare. C'est la dernière fois qu'il sera vu vivant. Plus tard dans la soirée, Andrew est déclaré disparu. L'enquête commence. La personne qui a vendu le ticket de train au jeune homme est interrogée. Elle se souvient bien de lui, car il a insisté pour acheter un aller simple alors qu'un aller-retour ne coûtait que 50 pence de plus. Mais son père déclare que l'achat d'un billet simple plutôt que d'un aller-retour ne lui semble pas étrange, car Andrew connaissait de nombreuses personnes à Londres chez qui il aurait pu séjourner, ayant de la famille là-bas. Les recherches sont effectuées dans cette partie de la ville, mais rien n'est retrouvé. Andrew n'a emmené ni son passeport, ni les 100 livres en liquide qu'il gardait dans sa chambre. Il ne semblait pas avoir emporté de pull ou de manteau, ni le chargeur de sa PlayStation portable. Il y a de nombreuses théories sur le pourquoi du voyage à Londres. Peut-être que Andrew a voulu rencontrer quelqu'un dont il avait fait la connaissance sur Internet. Cependant, aucune preuve ne permet d'étayer ce fait. Andrew n'utilisait pas d'ordinateur à la maison et il n'avait pas d'adresse mail. Les ordinateurs de son école ont été vérifiés et les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace d'une quelconque activité du jeune garçon. Peut-être a-t-il simplement décidé de visiter la ville tout seul ? Mais alors pourquoi un jour d'école, peu après la rentrée, alors qu'il avait jusqu'à ce jour 100% de taux de présence ? Apparemment, il était connu pour apprécier Londres et visiter les musées et les expositions. À l'époque de sa disparition, les bus étaient gratuits pour les enfants, donc pas de problème d'argent de ce côté-là. Malheureusement, les caméras de vidéosurveillance des principaux musées n'ont pas été vérifiées.
Sa famille s'est également renseignée sur les concerts auxquels il aurait pu se rendre à Londres, même si rien ne le prouve. Le soir de sa disparition, 30 Seconds to Mars a joué à la Brixton Academy et Sixth a donné un concert d'adieu reprogrammé à la Carling Academy, une salle située à quelques minutes de marche de la gare de King's Cross. Il y a un canal à côté de cette salle, mais nous ne savons pas s'il n'a jamais été vérifié. La famille Gosden a critiqué la décision de la police de concentrer l'enquête sur la famille plutôt que de demander des images de vidéosurveillance au-delà de King's Cross au cours des premières étapes de l'enquête. Le père d'Andrew a affirmé que les images de vidéosurveillance des bus et de la station de métro adjacente n'ont pas été demandées par les autorités et que les signalements d'Andrew dans un Pizza Hut et à Covent Garden n'ont pas fait l'objet d'un suivi, alors qu'ils étaient selon lui prometteurs. La famille Gosden a déclaré qu'ils ont conservé la chambre d'Andrew telle qu'il l'a laissée et n'ont pas changé les serrures de la maison car ils savent que le jeune garçon avait pris ses clés avec lui. Le compte bancaire d'Andrew n'a pas été utilisé depuis qu'il a effectué le retrait dans la matinée du 14 septembre 2007. Les théories en ligne sont nombreuses quant à cette affaire. Selon certains, Andrew s'est enfui ou est parti à l'aventure. Apparemment, Andrew, très intelligent, s'ennuyait en classe et a modifié sa routine à plusieurs reprises dans les jours précédant sa disparition, dont une fois en rentrant de l'école à pied sur des kilomètres au lieu de prendre le bus. D'après certains, cela lui aurait donné un grand sentiment d'exploration et l'impression qu'il pouvait faire et aller n'importe où et que tout irait bien. Peut-être a-t-il fini par se perdre ou avoir besoin d'aide à Londres et a demandé de l'aide ou des conseils à la mauvaise personne, même s'il avait de la famille dans la ville, car après tout, il était censé être à l'école. Une autre théorie serait qu'il soit allé mourir à Londres. D'après son père, il aimait les sites touristiques de la ville et ce jour-là, il y avait beaucoup de grands événements musicaux. Sachant que, il a retiré 200 livres, plus qu'il n'en faut pour le billet, il était catégorique sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'un billet retour. Il n'a pas pris de veste, ni son chargeur de PlayStation, ni d'affaires de rechange. Certains théorisent donc qu'il aurait pu aller à Londres, voir les choses qu'il aimait le plus, manger son plat préféré, assister à un concert, et finalement se jeter d'un pont au milieu de la nuit. Souvenez-vous, Andrew était anormalement irritable ce matin-là. Il s'ennuyait en classe. Peut-être était-il dépressif et personne ne s'en est rendu compte. Le 11 janvier 2022, la police du South Yorkshire déclare qu'ils ont arrêté 2 hommes soupçonnés d'enlèvement et de trafic d'êtres humains. Mais en septembre 2023, il est annoncé que les 2 hommes arrêtés ont été libérés sans inculpation et que la police est, je cite, convaincue que les 2 hommes arrêtés n'avaient joué aucun rôle dans la disparition d'Andrew. L'enquête sur la disparition d'Andrew est toujours ouverte, 17 ans après. Iwona Wieczorek. Iwona est une Polonaise de 19 ans, fraîchement sortie du lycée, attendant de savoir si elle est reçue à l'université. Le vendredi 16 juillet 2010, elle se rend à une fête avec des amis. Vers minuit 15, Iwona, son amie Adria et 3 collègues qu'elle ne connaît pas beaucoup, Powell, Marek et Adrian, décident de se rendre dans une boîte de nuit de Sopot. Les jeunes se disputent au cours de la soirée, mais à ce jour, personne ne sait quelle en était la raison. D'après ses amis, Iwona, en colère, quitte la boîte, seule, à 3h07 du matin. Elle se dirige vers la promenade du bord de mer. Elle n'a pas d'argent et la batterie de son téléphone est dangereusement basse. Elle attend l'aube, vers 4h du matin, puis commence à marcher en direction de son domicile, à environ 6 km, soit 1h20 de route d'après Google Maps, en passant par Seaside Boulevard. Elle marche pieds nus, ses talons la faisant souffrir après une soirée à piétiner. Elle envoie des SMS à quelques personnes en chemin, dont Adria, pour lui dire qu'elle était fâchée qu'elle ne soit pas partie avec elle de la boîte de nuit. Les 2 jeunes femmes s'appellent et règlent leurs différends par téléphone. Quelques minutes après 4h du matin, Iwona appelle Adria pour la dernière fois, lui dit que la batterie de son téléphone est bientôt à plat, lui indique où elle se trouve et lui apprend qu'elle se dirige vers chez elle. Selon certaines théories, Iwona a préféré finalement se rendre chez son amie, qui habite à côté, et non chez elle, car elle était un peu ivre et qu'elle ne voulait probablement pas rencontrer sa mère comme ça, alors que les parents d'Adria étaient absents. À ce moment-là, Adria, elle, est presque arrivée chez elle et lui répond qu'elle lui laisse les clés à l'extérieur. À 4h12, Iwona est vue en train de marcher dans la rue proche de la plage de Yelitkowo. Elle ne semble ni pressée ni effrayée. Apparemment, il lui reste environ 2 km à parcourir. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante.
Iwona n'a jamais rejoint ni le domicile de son ami, ni le sien. Elle est déclarée disparue le 17 juillet 2010 vers 17 h, sa mère croyant qu'elle se trouvait chez Adria et Adria pensant qu'elle était chez elle. Bien sûr, la police minimise l'affaire, pensant qu'Iwona est peut-être allée faire la fête ailleurs, ou se cacher chez des amis, ou s'est enfuie, etc. La véritable enquête commence 1 semaine après la disparition, ce qui est bien trop tard. Aucune de ces affaires ou de ces vêtements de ce jour-là n'ont jamais été retrouvés. Une centaine de personnes sont interrogées, mais rien d'important n'est découvert. Selon les enquêteurs, Iwona a très probablement traversé sans encombre le parc et le Seaside Boulevard et est arrivée dans le quartier où elle vivait. Là, quelqu'un aurait pu l'attendre, quelqu'un qu'elle connaissait, peut-être lui a-t-il demandé de lui parler, voire invité à monter dans sa voiture. En soi, sans aucune preuve, tout est envisageable. La zone située entre la plage et son domicile est en partie un parc avec des buissons taillés et des pelouses, etc., mais aussi une zone boisée avec des buissons épais, des étangs, des marécages et même des bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale. Il semblerait que la zone ait été fouillée de fond en comble, à la fois par les forces de l'ordre et par des personnes désireuses d'apporter leur aide. Rien n'est retrouvé. Une récompense d'1 million de zloty polonais, soit environ 250 000 €, est proposée par des hommes d'affaires de Gdańsk pour toute information permettant de retrouver Iwona. Et pourtant, personne n'est venu témoigner. Il y a plusieurs théories en ligne sur la disparition de la jeune femme. D'après certains, les hommes avec qui elle est allée en boîte, Powell, Marek et Adrian, étaient des consommateurs, voire des dealers de drogue. Alors beaucoup supposent qu'Iwona les a menacés de tout révéler à la police ou quelque chose du genre, ce qui expliquerait la dispute qu'ils ont eue pendant la soirée, et qu'elle a été tuée pour la faire taire. Mais ils ont été innocentés par la police. Des images de vidéosurveillance les montrent toujours en boîte après le départ d'Iwona, et d'après les données de leur téléphone et les témoignages des chauffeurs de taxi, ils ont ensuite pris un taxi pour se rendre à leur domicile respectif, l'un après l'autre. Adria, elle, a pris son propre taxi pour rentrer chez elle. Je suppose qu'il est possible qu'un ou plusieurs d'entre eux soient revenus en cachette et retrouver Iwona, les tuer et cacher son corps, mais cela semble peu probable. Également, certains ont affirmé qu'Iwona a été suivie ce matin-là par cet homme en chemise à carreaux, une serviette sur l'épaule, et qu'il lui aurait fait du mal, puis caché son corps. Il semblerait que l'homme repasse plus tard au même endroit vers 6 h du matin, sans chemise cette fois, mais je n'ai pas trouvé d'image le prouvant. À ce jour, il n'a pas été identifié, ni ne s'est présenté au commissariat, mais les enquêteurs sont convaincus qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la jeune femme. Quelque temps auparavant, elle est sortie avec un policier, Marcin, et elle a rompu avec lui. Il aurait été vu dans son quartier quelques fois avant sa disparition. Avait-il du mal à accepter la rupture et commis l'irréparable ? Il existe également une théorie selon laquelle ils ne sortaient pas ensemble, mais qu'elle était son informateur dans le domaine de la drogue. L'alibi et le témoignage de l'homme n'ont pas été divulgués. En 2017, un cabinet de détectives privés affirme avoir résolu l'énigme. D'après eux, en regardant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ils ont remarqué que ce matin-là, un camion de la société d'entretien qui ramasse les sacs d'ordures dans les petites poubelles situées aux abords de la plage avait fait un détour par rapport à son itinéraire habituel. Au lieu de se rendre à leur base, ils se sont d'abord rendus dans la zone des collecteurs d'eau pluviale et y ont passé un temps indéterminé, mais pas très long, car ils étaient à l'heure dans leur programme de retour à la base. D'après les détectives, il y aurait eu une altercation entre Iwona et les travailleurs, en dehors de la zone de vidéosurveillance, et ils l'auraient blessée d'une manière ou d'une autre, peut-être involontairement, puis ils auraient décidé de se débarrasser d'elle dans les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Ils l'auraient donc mise à l'arrière de leur camion. Les détectives ont posté un communiqué sur Facebook expliquant que pour eux, les parties les plus importantes du visage d'une femme sont visibles sur la photo, que la femme est couchée sur la joue gauche, à la bouche bâillonnée et des ecchymoses visibles sous l'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je suis dubitative. En tous les cas, il n'y a pas eu de mise à jour quant à cette information depuis. En juin 2024, la police affirme avoir reçu de nouvelles informations selon lesquelles le conducteur d'une Fiat blanche pourrait être lié à sa disparition. La police déclare que le véhicule en question circulait le 17 juillet 2010 à 5h07 à Gdańsk, le long de la rue Pomorska, près du parc Reagan. Nous n'avons pas encore reçu de mise à jour quant à cette piste. Jon Jonsson. Jon est un Islandais de 41 ans.
Le 8 février 2019, il prend l'avion à destination de Dublin pour participer à un tournoi de poker pendant le week-end, puis a l'intention de passer le reste du temps en vacances avec sa fiancée. Arrivé en ville, Jon s'installe à l'hôtel Bonington à Whitehall, dans le nord de Dublin, là où se déroule le tournoi. Il joue toute la nuit et tout semble bien se passer. Selon un témoin oculaire présent au tournoi, il semble heureux et en bonne forme, mais il déclare que Jon a perdu 4 000 € ce soir-là. Il est également décrit comme ayant énormément bu, à tel point que les gens se souviennent avoir été surpris qu'il puisse encore tenir debout. Le lendemain matin, samedi 9 février, la fiancée de Jon, Jana, atterrit elle aussi à Dublin. Elle arrive à l'hôtel vers 10 h et trouve Jon endormi dans leur chambre. Ils ont une brève conversation, puis Jana décide de descendre prendre un café au bar de l'hôtel. Pendant cette courte période, Jon quitte l'hôtel de manière soudaine et inattendue, à 11h05. On n'a jamais su pourquoi il avait décidé de partir, mais il laisse derrière lui son téléphone, son portefeuille et son passeport, n'emportant que sa carte d'accès à l'hôtel. À 11h07, Jon est filmé par les caméras de surveillance en train de passer devant un pub et une maison de retraite avant de sortir sur Swords Road en direction de Collins Avenue. Il est finalement filmé pour la dernière fois alors qu'il passe devant le centre de santé de Highfield. Après cela, Jon n'a jamais été revu. Quand Jana remonte dans leur chambre, elle est très étonnée de ne pas y retrouver son fiancé. Mais comme il a tout laissé derrière lui, il est injoignable. Alors elle attend, toute la journée, qu'il revienne. Le lendemain matin, n'étant toujours pas rentré, Jana signale sa disparition à la police. Les membres de la famille de Jon se sont immédiatement envolés pour Dublin et des recherches à grande échelle ont été lancées avec sa famille, la Guardia et la protection civile, mais aucune trace de Jon n'est retrouvée. Il s'est volatilisé. Sur les images de vidéosurveillance, on voit Jon détendu et tranquille, fumant une cigarette et se promenant. Il ne semble pas avoir été suivi et n'était pas en compagnie de quelqu'un d'autre. La famille de Jon est convaincue qu'il n'a pas disparu délibérément, car il venait de renouveler sa licence de taxi en Islande et avait des projets familiaux à venir qui l'attendaient avec impatience. Il avait 4 enfants. En 2020, un criminel incarcéré dans une prison islandaise contacte la famille de Jon. Il a quelque chose d'intéressant à raconter. Il affirme que les 4 000 € que Jon a perdus lors de sa première nuit appartiennent à un criminel islandais qui se trouvait à Dublin à l'époque. Jon serait allé le rencontrer ce fameux samedi pour obtenir plus d'argent, mais les choses ont tourné au vinaigre lorsque l'homme s'est mis en colère parce qu'il avait perdu son argent et a accidentellement tué Jon. Son corps aurait ensuite été enterré dans un parc voisin. Également, fait troublant, à une date non divulguée après la disparition de Jon, la Guardia et un prêtre local ont reçu des lettres indiquant qu'il avait été tué après avoir perdu de l'argent et que ses restes pourraient être retrouvés enterrés dans un parc de Dublin. Ce serait intéressant de savoir à quel moment précisément la Guardia et le prêtre ont reçu ces lettres, et quelle était la notoriété de l'affaire à l'époque. La similitude entre l'histoire du criminel et les lettres, la corrobore-t-elle ou signifie-t-elle simplement qu'il a entendu parler des lettres ou qu'il a entendu les mêmes ragots que la personne qui a envoyé les lettres? Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, en 2024, la Guardia procède à des recherches approfondies dans le parc de Santry avec l'aide de chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, mais ils ne découvrent absolument rien. Les recherches sont ensuite interrompues. Sa famille pense qu'il aurait pu avoir sur lui une importante somme d'argent liquide, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Ils n'ont donné aucune explication sur le pourquoi ils pensaient qu'il avait beaucoup de cash sur lui. Mais c'est à ne rien y comprendre. S'il avait beaucoup d'argent liquide, il n'aurait pas eu besoin de rencontrer quelqu'un pour en emprunter davantage. S'il avait besoin d'emprunter de l'argent, je ne comprends pas pourquoi sa famille pense qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Jon a disparu un samedi vers midi, dans un quartier de banlieue classique avec des piétons et beaucoup de circulation. On peut donc supposer que de nombreuses personnes l'aient vu passer, mais aucun témoin oculaire n'a déclaré avoir aperçu l'homme après Swords Road. À ce jour, aucune trace de Jon n'a été découverte et la Guardia est désormais convaincue qu'il a été victime d'un acte criminel. Cependant, en l'absence de tout signe de lui ou de toute information solide sur ce qui s'est passé ce jour-là, cette affaire déconcertante n'a toujours pas été résolue et ne le sera peut-être jamais. Dites-moi en commentaire vos théories sur ces mystérieuses disparitions et si ce genre de vidéo vous plaît. Abonnez-vous!